L'homme au téléphone m'a dit qu'il s'appelait Daniel Fouché. Il a dit qu'il appelait du service de prévention de la fraude de ma banque et que quelqu'un avait tenté de retirer 48 000 € de mon compte à 3 heures du matin. Je l'ai cru. 50 minutes plus tard, j'avais déplacé toutes mes économies vers un compte que je n'ai jamais revu. Mon nom est Colette Marchand. J'ai 70 ans. J'ai travaillé pendant 36 ans comme comptable dans un petit cabinet à Dijon. Mon mari Pierre est mort en 2018 d'un cancer du pancréas à l'âge de 65 ans. Après son décès, j'ai continué à travailler 3 années supplémentaires jusqu'à ma retraite officielle. Pierre et moi avions été clients de la même banque depuis le jour de notre mariage en 1976. Pierre travaillait chez Renault, à l'usine de Cléon. Il faisait les 3-8 pendant les premières années, puis il est passé en équipe de jour en 1995. Il rentrait à 6 heures du soir avec ses mains qui sentaient le métal et le solvant. Je connaissais l'odeur de chaque atelier où il avait travaillé, parce qu'il rapportait l'odeur sur sa veste, et je l'accrochais à côté de la mienne dans l'entrée chaque soir. Moi, j'étais comptable dans un cabinet qui s'occupait surtout des petits commerçants du quartier, des artisans, des médecins de famille. 36 ans, 4 patrons successifs. Je connaissais les comptes de 400 familles à un moment donné. Je savais qui payait ses traites en retard, qui ne déclarait pas tout, qui se faisait du souci pour ses parents âgés. Je n'ai jamais parlé à personne de ce que je voyais dans ces dossiers. Mon père m'avait appris très tôt qu'une comptable digne de ce nom est une comptable silencieuse. Pierre et moi n'avons jamais pris de vacances à l'étranger. Nous avons emmené notre fille Sophie à la mer 1 fois par an, pendant 15 ans, dans la même petite location à Saint-Brieuc. Nous n'allions pas au restaurant, nous n'achetions pas de voiture neuve. Pierre a conduit la même Peugeot 405 de 1996 jusqu'à l'année de sa mort. Nous économisions parce que c'était ce que les gens de notre famille avaient toujours fait. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai vendu l'appartement que nous avions acheté ensemble en 1979. Il était devenu trop grand pour moi seule, et les charges de copropriété augmentaient chaque année. Les acheteurs étaient un jeune couple d'enseignants. Je leur ai expliqué quelle clé ouvrait quelle porte et où Pierre rangeait l'outillage. Je leur ai donné les clés en juin 2023. Le notaire m'a remis un chèque de 187 000 € après les frais et la commission de l'agence. Cet argent, additionné à ce que Pierre et moi avions économisé sur 3 décennies de salaire modeste, est resté sur mon livret et mon compte épargne dans la même banque. 187 000 € pour la vente et 53 000 de plus en épargne accumulée. 240 000 € au total. Ce n'était pas une fortune. C'était toutes les paies que Pierre avait jamais touchées chez Renault. C'était toutes les heures supplémentaires que j'avais faites pendant les fins d'année fiscales. C'étaient les vacances que nous n'avions pas prises pour finir de payer la voiture. C'était ma vie entière, dans le sens le plus littéral. Le matin du 12 février, j'étais à la cuisine avec un café. Mon téléphone a fait un bruit que je ne reconnaissais pas tout de suite. Il y avait un message sur l'écran. Le message disait « Alerte fraude Crédit Mutuel. Tentative de prélèvement non autorisé à Marseille à 3h12. Répondez oui pour autoriser. Répondez non pour contester. » Je ne m'étais pas rendue à Marseille depuis 15 ans. Je n'avais jamais utilisé ma carte là-bas. J'ai répondu non, comme le message me l'indiquait. Moins d'1 minute plus tard, mon téléphone a sonné.
Le nom affiché à l'écran était celui de ma banque, exactement comme je l'avais enregistré dans mes contacts. Le même nom que j'appelais quand j'avais des questions sur mon relevé. Le même nom que j'avais composé l'année précédente pour faire opposition à ma carte. Le même nom. J'ai appris plus tard que des escrocs peuvent faire afficher n'importe quel nom sur l'écran. Il existe un mot pour ce procédé, mais je ne le connaissais pas en février. J'ai décroché. L'homme à l'autre bout a dit bonjour et m'a demandé si je venais de répondre à un message concernant une transaction à Marseille. J'ai dit oui. Il a dit qu'il s'appelait Daniel Fouché, qu'il était enquêteur senior au service prévention de la fraude et qu'il était désolé de m'appeler un dimanche matin, mais que quelqu'un avait fait 3 tentatives sur mon compte au cours des 6 dernières heures et qu'il devait agir rapidement pour me protéger. Sa voix était calme, professionnelle, légèrement fatigué, comme un médecin en fin de garde. Il avait un léger accent que je ne pouvais pas situer, mais seulement comme un professeur d'anglais a un accent si on l'écoute attentivement. Il a utilisé mon nom complet et l'a prononcé correctement. Il a utilisé les 4 derniers chiffres de mon numéro de compte quand il a confirmé à qui il parlait. Il me les a relus et m'a demandé de confirmer. J'ai confirmé. Il parlait lentement. Il m'a demandé comment j'allais ce matin. Il m'a demandé si j'étais assise. Je veux que vous compreniez quelque chose. Rien dans la voix de cet homme ne sonnait faux. Rien. Il n'a jamais haussé le ton. Il ne m'a jamais bousculé. Il parlait exactement comme parlent les gens de ma banque quand ils m'ont appelé par le passé. La seule différence était que cet appel ne venait pas de ma banque. Il m'a donné un numéro de dossier. Il m'a demandé de l'écrire. Il m'a donné une extension directe pour rappeler en cas de coupure. Il m'a dit que pour des raisons de sécurité, la banque était tenue d'enregistrer cet appel et qu'il allait me lire un avis de confidentialité. Il l'a lu. Il ressemblait à tous les avis de confidentialité que j'avais entendus dans ma vie. Il m'a ensuite expliqué que le suspect avait tenté d'accéder à mon compte épargne 3 fois au cours des 6 dernières heures, en utilisant ce qui semblait être des identifiants valides. Il a dit que les systèmes automatiques de la banque avaient bloqué les tentatives, mais qu'à la prochaine connexion de mes appareils au réseau, le suspect aurait une nouvelle occasion. Il a dit que la seule façon de protéger pleinement mon argent était de le déplacer immédiatement vers ce qu'il a appelé un compte de mise sous séquestre fédéral. Il a dit que ce compte serait à mon nom, qu'il serait garanti, et qu'aussitôt l'enquête close, l'argent reviendrait sur mon compte habituel. Je lui ai demandé si je pouvais d'abord appeler mon agence pour vérifier. Il a répondu oui, bien sûr, c'était mon droit le plus strict. Il a dit qu'il comprenait parfaitement que c'était la chose intelligente à faire et qu'en réalité, il l'encourageait. Il m'a dit de raccrocher, de chercher le numéro de la banque au dos de ma carte et d'appeler. Il a dit qu'il attendrait. J'ai raccroché. Je suis allée chercher ma carte dans le tiroir de la cuisine. Je l'ai retournée. Il y avait un numéro au dos. Je l'ai composé. La même voix calme a répondu. J'ai appris plus tard que c'est la partie que tout le monde manque. Ils avaient ce qu'on appelle une ligne maintenue. Quand vous raccrochez pour rappeler, votre téléphone reste en réalité connecté à leur ligne. Vous croyez avoir raccroché. Vous croyez composer un nouveau numéro. Vous ne le faites pas. La ligne reste ouverte. Tout ce que vous composez part chez eux. Je ne savais rien de cela en février. Il a été très poli quand j'ai rappelé. Il m'a remercié d'avoir vérifié. Il a dit que c'était exactement ce qu'un bon client devait faire. Il a dit que cela l'aiderait à me protéger. Puis, il m'a transféré à une femme qu'il a présentée comme sa supérieure du service prévention. Elle s'appelait Karine Berthier. Elle avait une voix plus douce.
Elle m'a redemandé comment j'allais. Elle m'a dit qu'elle était désolée que je doive gérer cela un dimanche. Elle a dit qu'elle avait 4 petits-enfants, que sa mère avait 68 ans et qu'elle comprenait parfaitement ce que je devais ressentir. Elle m'a expliqué ce que nous devions faire. Elle a dit que la façon la plus sûre de déplacer l'argent était que je le fasse moi-même, depuis mon application bancaire, pendant qu'elle resterait en ligne pour s'assurer qu'aucune erreur ne soit faite. Elle a dit que c'était important, parce que si elle effectuait elle-même le virement, le système l'enregistrerait comme une opération du service client et que cela bloquerait les fonds en revue de conformité pendant 10 jours ouvrés. Elle a dit que pendant ces 10 jours, le suspect pourrait réessayer. Elle a dit que la seule façon de garder mon argent pleinement accessible était que je le fasse moi-même. J'ai ouvert l'application. Elle m'a guidée à chaque étape. Elle m'a dit sur quel bouton appuyer. Elle m'a dit quand entrer mon code. Elle m'a dit vers quel compte envoyer l'argent. Elle a dit que le premier virement devait être de 46 000 €. Elle a dit que c'était sous le seuil que le système automatique de la banque signalerait. Elle a dit que fractionner les virements en montants plus petits empêcherait le suspect d'être alerté que nous déplacions l'argent. Elle a dit que cela me protégerait. J'ai envoyé 46 000 €. Elle m'a remerciée. Elle m'a dit qu'elle voyait le virement arriver sur le compte de séquestre. Elle a dit que c'était une étape critique et que j'avais très bien fait. Elle a dit que le système confirmait les fonds et qu'elle me guiderait à travers le virement suivant dans un instant. Je veux vous dire qu'il y a eu un moment, quelque part entre le 2e et le 3e virement, où quelque chose en moi est devenu silencieux. Pas une alarme, pas un doute exactement. Juste une petite chose, comme on ressent quand on entre dans une pièce et qu'on se rend compte qu'on a oublié pourquoi on y est entré. Je regardais l'écran de mon téléphone, le chiffre qui était censé être sur mon compte, et le chiffre était différent de ce à quoi je m'attendais. J'ai posé une question à Karine Berthier. Je lui ai demandé si je devais noter le numéro du compte de séquestre sur un papier, au cas où l'appel serait coupé. Elle a marqué une demi-seconde de pause. Puis elle a dit oui, bien sûr, et elle m'a donné un numéro à noter. Je l'ai noté. J'ai toujours ce papier. Je ne l'ai pas jeté. Je ne sais pas pourquoi. Le virement suivant était de 52 000. Celui d'après de 40 000. Celui d'après de 62 000. À chaque virement, elle restait calme. À chaque virement, elle me remerciait. À chaque virement, elle me rappelait que je protégeais mon propre argent. À chaque virement, le chiffre sur mon écran rapetissait et sa voix restait la même. Le dernier virement était pour le solde restant, 40 000 €. Elle a marqué une pause avant celui-ci. Elle m'a dit que c'était la dernière étape. Elle m'a dit que j'avais été merveilleuse à accompagner et qu'aussitôt ce virement validé, le compte de séquestre serait verrouillé, le suspect serait coupé du système et la banque commencerait son processus interne de récupération. Elle m'a dit que je recevrais une lettre de confirmation par courrier dans les 7 à 10 jours ouvrés, avec le numéro de dossier et le calendrier de récupération. J'ai envoyé les 40 000 €. Elle m'a remercié une dernière fois. Elle a dit que le système confirmait que tous les fonds étaient sécurisés. Elle a dit que j'avais tout fait correctement. Elle a dit que la banque me recontacterait mardi avec une mise à jour. Elle m'a souhaité un dimanche paisible et m'a demandé de ne pas m'inquiéter, que j'étais en sécurité maintenant. Elle a raccroché. Je suis restée à la table de la cuisine un moment. Mon café était froid. J'ai ressenti cette étrange sensation de soulagement qui suit un rendez-vous chez le médecin,
quand le diagnostic n'est pas aussi grave que vous le craignez. J'ai mis du pain à griller. J'ai appelé ma fille Sophie pour lui raconter ce qui s'était passé. Je lui ai dit que la banque s'en était occupée. Sophie est restée silencieuse un moment. Puis elle m'a demandé quelle banque m'avait appelé. Je lui ai dit le nom. Elle m'a demandé de quel numéro ils avaient appelé. Je lui ai dit que c'était le numéro de la banque, le même que dans mes contacts. Elle m'a demandé de lui lire le numéro de dossier que Daniel Fouché m'avait donné. Je le lui ai lu. Elle m'a dit de rester où j'étais. Elle m'a dit qu'elle arrivait. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez des parents ou des grands-parents qui répondent au téléphone, je vous demande d'écouter attentivement la suite. Abonnez-vous, laissez un commentaire si une partie de mon récit vous semble familière et restez jusqu'à la fin. Mon histoire n'a rien d'unique. Il y a des dizaines de milliers de personnes dans ce pays qui sont, à cet instant même, à l'autre bout d'un appel exactement comme le mien. Sophie est venue. Elle s'est assise à côté de moi à la table de la cuisine. Elle m'a demandé d'ouvrir l'application bancaire pendant qu'elle regardait. Je l'ai ouverte. Le compte épargne affichait un solde de 12,60 €. Elle m'a demandé très doucement si j'avais transféré l'argent. J'ai dit oui, mais seulement vers un compte de séquestre que la banque avait créé pour moi et que l'argent était en sécurité. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas discuté. Elle a sorti son téléphone et a appelé le vrai numéro principal de la banque. Le numéro qu'elle a trouvé en tapant le nom de la banque sur son propre téléphone sur une ligne neuve. Elle a parlé à une vraie personne. Elle a demandé à vérifier s'il y avait eu une activité de fraude signalée sur mon compte ce jour-là. Elle a donné mon numéro de compte. La vraie personne à la banque a mis longtemps à chercher. Puis elle est revenue en ligne et a dit qu'il n'y avait aucune alerte fraude sur le compte. Elle a dit qu'il n'y avait aucune trace d'un contact entre la banque et la cliente ce jour-là. Elle a dit qu'il n'y avait aucun employé à la banque nommé Daniel Fouché, dans aucune agence, nulle part en France. Elle a dit qu'il n'y avait aucune employée nommée Karine Berthier. Elle a dit que les virements de mon compte ce matin-là étaient tous partis vers des comptes relais internationaux ouverts la semaine précédente et vidés dans les 4 heures suivant chaque virement. Elle a dit que l'argent était presque certainement perdu. Je veux vous dire ce qu'a été ce moment, parce que je pense que cela compte. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je suis restée assise à la table de cuisine de ma propre fille et j'ai senti mon corps devenir très lourd. Je me souviens d'avoir pensé que la table était d'une jolie couleur. Je me souviens d'avoir pensé que ma fille avait l'air fatiguée. Je me souviens d'avoir pensé qu'il fallait que j'appelle Pierre et d'avoir réalisé, comme on le fait pendant des années après, que Pierre n'était pas là pour être appelé. Je n'ai rien dit pendant un long moment. La banque a déposé une plainte pour fraude cet après-midi-là. Nous avons fait une déclaration à la gendarmerie le lundi. Nous avons déposé un signalement auprès des autorités fédérales le mercredi. Sophie a contacté 3 avocats différents au cours des 2 mois suivants. L'enquêtrice de la brigade financière qui est venue m'interroger s'appelait Madame Ferrier. Elle était gentille. Elle faisait ce métier depuis 11 ans. Elle m'a dit qu'elle avait parlé à 42 femmes comme moi au cours des 6 derniers mois. Des femmes qui avaient travaillé toute leur vie, des femmes qui avaient économisé, des femmes qui avaient répondu à un appel téléphonique d'une voix calme un dimanche matin. Elle m'a dit que la partie qui allait venir, dans les semaines suivantes, était la partie dont personne ne nous prévient. La partie où on commence à se demander ce qui n'allait pas chez soi. Elle m'a dit de faire attention à cette partie.
Elle m'a dit de me souvenir que les gens qui m'avaient appelé faisaient ce métier depuis des années. Elle m'a dit qu'ils étaient meilleurs à cette conversation que je ne l'avais jamais été à aucune conversation de ma vie. Elle m'a dit que la seule chose que j'avais faite de travers, c'était d'être une femme de 70 ans avec un compte épargne et un téléphone. Finalement, l'assurance fraude de la banque m'a remboursé 22 000 €. Ils ont dit que c'était le maximum autorisé par la police pour ce qu'ils ont classé comme des virements autorisés. Les virements, m'ont-ils expliqué, avaient été effectués par moi avec mon propre code depuis mon propre appareil. Les systèmes de la banque enregistraient chaque virement comme une action client légitime. Les 218 000 € restants sont perdus. Les enquêteurs m'ont dit que l'opération qui m'avait appelé employait probablement 2000 personnes dans 3 pays différents. Ils m'ont dit qu'ils avaient les traces de plus de 400 Français de plus de 65 ans appelés par le même réseau pendant le mois de février. Ils m'ont dit que la technologie qui permet à un inconnu de faire afficher le nom de ma banque sur mon téléphone est librement disponible et que les lois n'ont pas encore rattrapé ce phénomène. Ils m'ont dit que les chances de récupérer mon argent étaient inférieures à 2%. J'habite chez Sophie et son mari Marc maintenant. Ils ont une chambre d'amis au premier étage avec une fenêtre qui donne sur un tilleul. Le tilleul a perdu ses feuilles l'automne dernier, comme il le fait chaque année. Je l'ai regardé depuis la fenêtre et j'ai pensé à mon appartement de Dijon, celui que j'ai vendu, celui où Pierre avait pris sa retraite, celui où nous avions reçu nos petits-enfants pour Noël pendant 12 années consécutives. Je n'ai plus les années pour reconstruire, je n'ai plus l'énergie. Je n'ai plus les économies pour perdre encore 37 ans à bâtir une seconde vie. J'ai 70 ans. Je ne raconte pas cette histoire pour qu'on me plaigne. Je ne veux pas qu'on me plaigne. Ce que je veux, c'est que vous compreniez exactement comment cela arrive, parce que la façon dont cela arrive n'est pas celle que vous imaginez. Cela ne se produit pas parce que quelqu'un est sot. Cela ne se produit pas parce que quelqu'un est naïf. Cela se produit parce que les gens à l'autre bout de cet appel savent exactement ce qu'ils font, et ce qu'ils font a été affiné et répété sur des milliers d'appels exactement comme le mien. Cela se produit parce qu'ils parlent exactement comme les gens censés vous aider, parce qu'ils appellent du bon numéro, parce qu'ils vous disent de rappeler pour vérifier, parce qu'ils sont calmes quand vous avez peur, parce qu'ils vous remercient d'être prudente, parce qu'ils vous donnent l'impression que c'est vous qui avez le contrôle. Et je vais vous dire la seule chose que j'aurais voulu qu'on me dise. Une banque ne vous appellera jamais pour vous demander de déplacer votre argent afin de le mettre en sécurité. Jamais, sous aucune forme. Pas vers un compte de séquestre, pas vers un compte fédéral, pas vers quoi que ce soit. Si votre argent est en danger, la banque bloque le compte. Elle ne vous demande pas de le déplacer. Elle ne l'a jamais fait. Elle ne le fera jamais. Si vous m'écoutez et que vous avez une mère, un père, une tante, une voisine qui vit seule, qui répond au téléphone, qui croirait une voix polie disant qu'elle appelle de la banque, je vous demande de prendre votre téléphone après cette vidéo et de l'appeler. Dites-lui ce que vous venez d'entendre. Dites-lui mon nom. Dites-lui que j'ai été comptable pendant 36 ans, que je ne suis pas idiote et que cela m'est arrivé quand même. Dites-lui que si une voix calme appelle un jour pour lui demander de déplacer son argent, la réponse est non. On raccroche. On rappelle la banque depuis un autre téléphone sur une ligne neuve après avoir attendu 1 heure entière. Cette heure leur sauvera leur vie entière. Merci d'être resté avec moi. Je sais que ce n'est pas une chose facile à entendre. Si quelque chose dans ce que j'ai dit vous a rappelé quelqu'un que vous aimez,
Je vous demande de partager cette vidéo avec cette personne. Elle n'a pas besoin de m'écouter. Elle a juste besoin de savoir que l'appel arrive, ou est déjà arrivé, ou arrivera, et que la seule réponse sûre est non. C'est tout ce que j'ai à dire.